Boots tendance et silhouette très ajustée, Alexandre et Laurent ont un vrai look de rocker. Mais ces deux trentenaires n'ont jamais produit de disque. Leur musique à eux, c'est le prêt-à-porter. Et dans ce domaine, ce sont les nouvelles stars du moment. Bonjour. Bien. Bonjour. Dans leur boutique, les deux hommes se la jouent très cool. C'est bise et tutoiement de rigueur. Bonjour. Pourtant, Alexandre Elisha en blouson de cuir noir et son frère cadet Laurent sont les patrons ici. On fait deux. Les fondateurs d'une marque ultra tendance, Ouais. The Couples. On les habille ceux-là, comme ça on fait une autre série de 3. Aujourd'hui, c'est jour de casse-tête pour eux. Ils doivent habiller ces mannequins qui trôneront dans les vitrines de leur magasin. Et comme toujours, les idées des deux frères se rejoignent très vite. La jupe jean gris en métal, jean argent, ouais. la chemise dans le jean. Ouais, c'est bien. Et la ceinture en cuir. Finalement, ce sont ces silhouettes qui iront en vitrine et devront faire rentrer les clients dans le magasin. Alors, pour Alexandre et Laurent, tous les détails comptent. On n'a pas la bonne ceinture, mais il faut faire venir la bonne ceinture, Laurent. C'est le pantalon qu'il faut arranger un peu. Ouais, le pantalon. Des petites jupes aux allures rock pour les femmes. Pour les hommes, ces costumes 3 pièces, chic et branchés. Et pour les prix, les deux frères savent aussi exactement ce qu'ils veulent. Un costume chez The Couples aujourd'hui, c'est environ 500 €. Donc, alors, on peut se dire c'est cher pour certains, moins cher pour d'autres. On est vraiment dans le haut de gamme accessible. Sur ce créneau, le haut de gamme accessible, la marque lancée il y a 2 ans connaît aujourd'hui un succès fulgurant. Et grâce à elle, les deux frères sont à la tête aujourd'hui de plus d'une centaine de magasins. Comme les frères Elisha, de nouveaux Golden Boy de la mode sont apparus ces dernières années. Ils sont inconnus du grand public, mais leur marque, elle, cartonne. En un temps record, ils ont bâti des empires dans le vêtement haut de gamme. Comme Thierry Gillier, le patron de Zadig & Voltaire, Evelyne Chetrit, qui a lancé Sandro, Judith Milgrom, de Mage, ou encore Barbara Bocara et Sharon Krief, les créatrices de Bache. Sur un marché de l'habillement plutôt morose, eux font rêver les accros du shopping. Leurs marques connaissent des croissances vertigineuses et leur ont permis de faire fortune. Alors, quels sont les secrets de ces rois de la mode? Bienvenue dans l'univers des nouveaux faiseurs d'or. How do you feel? Very good. It's Yeah? amazing, yeah. Nice cut. Le concept du luxe à prix abordable, un homme en a eu l'idée avant tout le monde. Au cœur de Paris, un coin discret à l'allure tranquille. C'est ici, sur ce grand plateau, que se fabrique la machine à faire rêver des millions de Françaises. Un mannequin à la silhouette longiligne, les crépitements des flashs et des stylistes très affairés. Moi j'adore ça. Ouais, moi c'est comme ça que j'aime, la pureté, ouais. On se croirait dans l'univers du luxe et de la haute couture. Pourtant, ce qui se crée aujourd'hui, c'est l'image d'une marque que portent des centaines de milliers d'hommes et de femmes. Nous sommes chez l'une de ces griffes qui se veut haut de gamme, Zadig & Voltaire. Thank you, Susanna. Et celui qui est à l'origine de cette réussite, c'est cet homme, Thierry Gillier, le patron de la marque. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Ce quinquagénaire a bâti sa fortune sur ses vêtements. Des basiques, mais avec une particularité, leur motif vintage, Rolling Stone, Peace ou rock. Des petits détails rajoutés sur des chemises ou des jeans tout simples. Voilà ce qui a fait le succès de Zadig & Voltaire. This one is not the right one, right? Yeah, definitely. Alors, quand Thierry Gillier fait photographier sa dernière collection pour une campagne de pub, On va directement sur le truc? Oui, mon rien n'est laissé au hasard. Vous êtes content du résultat là quand vous le voyez porter? Oui, mais c'est pas la question d'être content, c'est de mettre tout en boîte et de trouver le... Il n'est jamais content. Il veut toujours mieux, il veut toujours plus. Donc voilà.
C'est ça le problème. Mais nous, les stylistes, on est contents. Très contents. Je suis contente aussi. Et à en vouloir toujours plus, c'est un empire que le patron de Zadig & Voltaire a créé en 15 ans. 120 millions d'euros de chiffre d'affaires, des boutiques partout dans le monde et une marque devenue emblématique. Une réussite qui a donné des envies de fortune à d'autres entrepreneurs, dont certains au départ n'avaient rien à voir avec la mode. Donc ça c'est pour nous. Et on a l'adresse ou pas? Ouais. Merci. Car pour gagner de l'argent dans le prêt-à-porter, pas besoin d'avoir toujours baigné dedans. Barbara Bocara et Sharon Krief sont les patronnes d'une marque française qui monte, Bash. 10 boutiques à Paris et des vêtements vendus dans 350 magasins dans le monde. Pourtant, au départ, il y a 7 ans, Sharon, la brune, était avocate et Barbara, la blonde, attachée de presse. Désormais, elle joue les super vendeuses. Alors, le programme d'aujourd'hui, il est assez chargé puisqu'on reste que une journée et demie. Donc là, on va chez notre agent espagnol qui nous a organisé une journée presse porte ouverte. Aujourd'hui, elles sont en Espagne, à Madrid. Les Françaises sont venues faire la promotion de leur marque. Toute la journée, Barbara et Sharon vont enchaîner des rendez-vous très importants. Des entretiens avec les plus grands magazines de mode espagnols. Hello Barbara. Celui qui les accueille ici, c'est Borja Gomez, un Espagnol qui a organisé toutes les interviews pour elle. Et la journée démarre sur les chapeaux de roue. Cette journaliste travaille pour Glamour, l'un des magazines féminins les plus en vue en Espagne. Barbara doit aller très vite. Elle n'a que quelques minutes pour lui présenter sa dernière collection. Regardez cette qualité. Vous pouvez le mettre avec un jean, c'est super beau. Ça, c'est notre belle veste en cuir. Vous pouvez apprécier les détails. Et voici ce que la journaliste va montrer à ses lectrices. J'aimerais beaucoup porter celle-là. J'aime bien cette veste. Cette robe-là, elle est plus sophistiquée, mais j'aime beaucoup aussi. Et puis cette jupe, j'adore les couleurs. Grâce à ces vêtements, Barbara et Sharon auront donc leur premier article dans un journal espagnol. Mais quand on veut percer dans le prêt-à-porter, jouer les vendeuses ne suffit pas. Il faut aussi savoir se raconter. Les deux Françaises vont donc chercher à séduire les journalistes espagnols, avec une histoire, toujours la même, celle de la naissance de leur marque. L'idée initiale, c'est notre amitié. À la base, on avait envie de monter quelque chose toutes les deux. Et à partir de là, on a eu l'opportunité de monter une ligne de vêtements. On aimait beaucoup aussi de toute façon comme idée. Et c'est né surtout d'une envie de créer quelque chose toutes les deux à la base. C'est notre bébé. Le bébé de notre amitié. Bash, ce serait donc une belle histoire d'amitié. Mais ce que Barbara et Sharon ne disent pas toujours, c'est qu'elles avaient au départ de très solides appuis dans le monde du textile. Retour à Paris, au siège de Bash, en plein cœur du Marais. Un atelier de plus de 500 mètres carrés, où sont dessinés tous les jours les vêtements de la marque. Ça remonte quand même, si. Aujourd'hui, les deux femmes décident des derniers détails de leur prochaine collection d'hiver. La seule chose qu'on voit un tout petit peu, je trouve, c'est les poches. Ouais, et c'est pas joli. Mais ce jour-là, il y a autre chose qui va les occuper. 2 épaisseurs de doublure. Ouais. D'accord. Comme tous les mois, elles doivent faire les comptes. Et dès qu'il s'agit de parler d'argent, Barbara et Sharon ne sont plus toutes seules aux manettes. Elles ont 2 tuteurs. Jean-Jacques Cohen et Dan Arwas sont leurs 2 associés. Des hommes d'affaires incontournables dans le textile. Grossistes, intermédiaires pour des dizaines de marques. Ils pèsent à eux seuls près de 40 millions d'euros. Entre 2 et 3. Entre 2 et 3. Quand Sharon et Barbara sont venus les voir pour se lancer, les 2 hommes ont flairé la bonne affaire. Ils ont investi 300 000 euros et tout leur savoir-faire. C'est-à-dire que concrètement, vous leur avez apporté quoi, votre réseau, votre façon de travailler, expliquez-nous concrètement.
Ce qu'on a apporté, ce que des financiers peuvent apporter, de l'argent, c'est bien aussi. Hein, on avait un réseau de fournisseurs donc important. Pour vous donner un exemple, quand ils ont fait les premières collections, je ne sais pas, je dis une bêtise, mais ils ont dû faire 3000 pièces ou 5000 pièces sur 25 modèles, ça donne 10 à la taille et à la couleur. Et à l'époque, personne ne pouvait le faire. On l'a fait, on a teint, et nos usines, en fait, parce qu'on était partenaires. Mais les deux associés des jeunes femmes ne se sont pas contentés de ça. Ils leur ont aussi donné un précieux conseil. Même quand on fait du haut de gamme, il faut faire fabriquer le moins cher possible. Et pour ça, il y a un pays très avantageux vers lequel se sont tournées toutes les grandes marques. À 2000 km de Paris, la Tunisie. 10 millions d'habitants et une économie fondée sur les exportations, avec un secteur roi, le textile, le premier employeur industriel. Et sur les routes du pays ce jour-là, Benjamin et Catherine. Ils sont venus spécialement de France parce qu'ils sont en mission pour la marque de Barbara et Sharon. Elles ont fait le choix de faire fabriquer leurs jeans ici, en Tunisie, et pas en Asie. On n'a pas de problème de quantité, contrairement à certains pays comme la Chine où là ils sont un peu plus exigeants sur les quantités, où ils demandent de grosses quantités pour produire. Ici on peut produire en petite quantité, donc ça c'est super intéressant aussi. Et après, on fait aussi nos jeans ici parce qu'ils sont habitués à faire ça. C'est des usines qui font que ça. Donc du coup, ils ont le savoir-faire en fait. Le savoir-faire, c'est bien. Mais la marque attend plus. Il y a 3 jours, Bache a lancé dans cette usine la production d'un short. Aujourd'hui, c'est Monsieur Mounji, le patron, qui accueille Benjamin et Catherine. Benjamin, enchanté. Merci. Tout doit aller très vite. Les beaux jours arrivent en France. Le short doit être dans les rayons dans une semaine. Alors, les représentants de la marque sont venus s'assurer que la production avance bien. Dans l'usine, 800 ouvrières qui travaillent 6 jours sur 7, de 7h à 18h, pour une quinzaine de marques différentes. Et dans un coin, le fameux short de Sharon et Barbara. C'est un short qu'on a déjà fait et qui a très bien marché. Donc du coup, on le relance tout de suite parce qu'on sait qu'il marche bien, on sait qu'il plaît. Et on ne veut pas être à court dans nos boutiques. La production vient de démarrer, mais Benjamin repère tout de suite un petit souci sur le short. Donc là, par exemple, vous constatez qu'il y a un petit défaut, c'est-à-dire qu'il y a un petit fil qui dépasse. Et ça, c'est le genre de truc qu'on peut signaler avant que ça arrive dans nos magasins comme ça. L'usine va devoir très vite rectifier le tir. Venir rapidement de France contrôler la fabrication, c'est l'un des avantages de la Tunisie. Mais il y a un autre intérêt, et pas des moindres, à faire fabriquer ici. Le prix de la main-d'œuvre. Ces ouvriers sont payés 300 € par mois, 4 fois moins cher qu'un SMIC français. À ce tarif-là, la fabrication ne représente qu'une petite partie du prix final. Nous, notre travail, ça représente entre 15 et 20% des produits, notre travail. Ce n'est pas la main-d'œuvre qui rend les pantalons chers ou pas chers. Ça joue, c'est une partie. Mais ça représente maximum 20%. Ce short, une fois payé les différents intermédiaires, Barbara et Sharon l'achètent 20 €. Et pourtant, en magasin, son prix de vente va faire un grand bond en avant. Ce fameux short, le voici une semaine après sa fabrication. Dans cette boutique parisienne, il est déjà en rayon. On l'a reçu. Vous avez reçu aussi le plus foncé? Vous avez les 3? Le rayé? Barbara et Sharon sont venues vérifier qu'il était bien mis en valeur dans le magasin. Et elles ne mégotent pas sur son prix de vente. 125 €. C'est 6 fois plus que le prix sorti d'usine. Mais pour justifier cet écart, les deux femmes ont une explication. Au prix de base, il faut ajouter d'autres frais. Donc il y a le transport du tissu qu'on envoie en Tunisie, du produit fini de Tunisie en France. C'est tout le coût de la mise au point de ce short, c'est toute la mise en route d'une société, c'est toutes les charges, c'est ce magasin, c'est ces jeunes femmes, c'est
tout. On a taille 0. Au final, tout frais déduit, la marque de Barbara et Sharon fait sur sa collection une marge de 14%. Un business rentable. Et pourtant, les filles de Bâche sont loin des chiffres réalisés par l'empereur du secteur. Depuis 15 ans, Thierry Gillier, le patron de Zadig & Voltaire, a fait de ce t-shirt un best-seller. Appelé le Tunisien, il se vend chaque année à des centaines de milliers d'exemplaires. Et pour son créateur, c'est devenu le vêtement le plus rentable. En magasin, il vaut 80 €. Mais vous allez voir qu'il ne coûte presque rien à fabriquer à Thierry Gillier. Voici un document interne de Zadig & Voltaire. Il concerne le fameux t-shirt tunisien. On peut y lire le nom de l'usine, elle est en Inde, les références du t-shirt, mais il y a surtout le prix de revient, 4,70 €. Un simple t-shirt en coton, acheté donc 4,70 € au fabricant, et vendu aux clients au prix fort, 80 €. Là aussi, il y a des frais. Mais au final, Thierry Gillier et Zadig & Voltaire réalisent l'une des plus belles marges du secteur, 30%. Utiliser les moyens de production ordinaires du prêt-à-porter et vendre des vêtements comme du haut de gamme, voilà le premier secret de ces nouveaux Golden Boy du textile. Mais ce n'est pas le seul. Pour bâtir leur fortune, ils ont aussi mis au point des techniques redoutables qui donnent aux clients le sentiment d'acheter des produits d'exception. Et dans ce domaine, certains sont passés maîtres. Un immeuble cossu à Paris, le siège de The Couples. C'est le QG de Laurent et Alexandre Elisha, les jeunes loups qui ont créé la marque. Pour partir à l'assaut des grands du prêt-à-porter, ils ont mis au point une stratégie marketing imparable. Ils ont commencé par hisser le pavillon des pirates. Dans leurs repères, partout des têtes de mort, au mur, sur les bougies, mais aussi sur les vêtements. Que ce soit mes frères et moi, on a traversé plusieurs époques aussi et plusieurs temps, mais que ce soit notre époque skateboard, aujourd'hui costume 3 pièces, on a toujours porté des têtes de mort, donc pour nous c'était évident que si on lançait notre marque, il y aurait des têtes de mort. Les deux frères se font peut-être plaisir avec cet emblème, mais la tête de mort, c'est surtout très vendeur. On a deux noirs, on a le noir. Avec le retour de la mode punk depuis quelques années, c'est devenu tendance. Alors, les deux créateurs ont décidé de surfer sur la vague. Résultat, ils en ont mis partout. C'est belle, hein. Pas mal, hein. Médailles, boutons, écussons, tout est frappé de leur fameuse tête de mort. Avec ce genre de petits détails, les Elisha ont créé une marque qui se veut rock et décalée, mais qui est surtout bien dans l'air du temps. Et pour l'imposer en quelques mois, ils ont joué à fond une carte, celle de la communication. Bien fini, hein, les points et tout ça. Ce matin, Alexandre et Laurent font les derniers essayages sur leur mannequin favori, un couple. Habiller l'homme et la femme dans une même boutique, c'est l'idée apparemment banale qu'ont eu les frères Elisha pour percer dans le prêt-à-porter haut de gamme. Mais eux ont fait du couple un concept, et même un étendard. Après un petit brainstorming avec mes frères, est né le nom The Couples. Pourquoi ? Parce que déjà dans Couples, on entend le nom couple, qui a de suite une dimension internationale. Parce que Couples, c'est couples en anglais. Donc voilà, donc de suite il est compris. Couples d'ailleurs. Voilà. Et il fallait aussi que ce soit pas simple, hein, parce que l'écrire COUPLES, c'était très simple. Et pour nous, il fallait qu'il claque comme un nom de groupe anglais. Voilà. Le nom claqué, resté à l'imposer très vite dans la tête des consommateurs. Pour ça, ils vont lancer une campagne de pub qui va s'avérer très efficace. Il y a 2 ans, quelques mois avant l'ouverture de leur première boutique, ils inondent la presse de ces photos. Des images de couples, des vrais, très lookés. Des jeunes, des vieux et des homos. Avec juste un nom énigmatique, The Couples. Les gens s'interrogeaient à savoir
qu'est-ce que c'est ce message-là? Qu'est-ce qu'il raconte? C'est quoi? C'est un groupe de musique? C'est peut-être un site de rencontre un peu branché? Voilà, qu'est-ce qui est derrière tout ça? Donc on a excité un peu la curiosité. Et ça va marcher. Le succès est immédiat, relayé par les magazines et les journaux. Donc en fait, vous êtes en couple. Aujourd'hui au siège, les couples d'anonymes se pressent pour poser et incarner la marque. Je vais vous demander de vous mettre contre le mur sans vous appuyer, vous vous tenez bien droit, vous me regardez. Ce matin, c'est au tour de Liora et de son compagnon de tenter leur chance. Ils rêvent d'être retenus pour la prochaine campagne de pub. Vraiment, et voir peut-être placarder notre amour un peu partout dans Paris, ce serait sympathique. Je trouve que c'est un bon concept, quoi. Moi, je pense que c'est un coup qu'on peut... Tout ça peut paraître très original, mais mettre en avant des couples d'anonymes pour vendre leurs vêtements, cette idée, les frères ne sont pas allés la chercher très loin. Ils n'ont fait que recycler les recettes d'une autre marque du prêt-à-porter, celle de leurs parents. Tony et Georgette Elisha, ce sont les fondateurs d'une petite entreprise, aujourd'hui très célèbre, Comptoir des Cotonniers. Et souvenez-vous de leurs affiches, c'était déjà des couples, mais des mères avec leurs filles. La pub va faire un carton. Nous sommes dans les années 90. Les deux fils travaillent aux côtés de leurs parents. J'essaye de voir tout le monde dans ce que je fais. Laurent joue les stylistes. Quant à Alexandre, il fait le VRP en martelant un message qu'il n'est pas prêt d'oublier. Notre idée, notre concept de base, on va pas aller faire des agences de mannequins pour communiquer, mais on va faire des castings sauvages et proposer à des gens finalement qui ne sont pas connus d'avoir leur petit quart d'heure de célébrité. Depuis, les parents ont vendu Comptoir des Cotonniers à un groupe japonais et ils ont investi beaucoup d'argent dans la boîte de leur fils. Plus de 50 millions d'euros selon nos informations. De quoi donner aux frères la clé du troisième secret de la réussite d'une marque. Avoir très vite ses propres boutiques partout dans le monde. Et pour eux, ça commence à Londres. La ville la plus chère d'Europe. Une capitale branchée, le berceau de quelques-uns des plus célèbres groupes de rock du monde. Aujourd'hui, les Elisha sont venus en force, avec leur bras droit, Nicolas Dreyfus. Ils veulent ouvrir d'ici l'automne 6 boutiques. La marque doit être très vite incontournable dans les rues de la capitale britannique. Vous savez, pour marquer vraiment les esprits, pour que les consommateurs aient conscience qu'il y a une nouvelle marque qui existe à Londres, il faut vite s'implanter et rapidement en fait, que vous soyez présents sur divers endroits. 67 ? Ils se sont donné une journée pour choisir leur future boutique. C'est à droite. Ils ont tout Londres à sillonner et donc pas une minute à perdre. King's Road, une artère très commerçante du centre de Londres. Premier rendez-vous avec un agent immobilier. Et premières impressions. Ils ont baissé la vitrine. Ah oui, carrément. Et là, en fait, tu peux la remonter. Je vais prendre des photos. Une visite éclair, quelques photos, et c'est reparti. Allô. Direction l'ouest londonien, le quartier de Notting Hill. On va lui reparler tout un peu. Ici, les frères Elisha et leur bras droit flairent immédiatement. Un très bon emplacement. Il y a des marques intéressantes comme Ted Baker. Des enseignes britanniques prestigieuses, mais pas seulement. L'homme d'affaires a aussi remarqué quelque chose de beaucoup plus intéressant pour les jeunes créateurs. Tout près, il y a déjà 2 marques françaises. Comptoir des Cotonniers et surtout, au bout de la rue, Zadig et Voltaire, leurs concurrents. Un quartier où les clients apprécient la French Touch, c'est un bon point. Ici aussi, la visite se fait avec des agents immobiliers. La boutique à louer, c'est cet ancien magasin de luminaires. Loyer mensuel, 12 000 euros. Intéressant, mais avant de s'installer ici, il y a de très gros travaux à réaliser. Là, on ne pourra pas élargir plus par contre ici. Non. Hein, It's very narrow on the back, no? C'est un peu mal fichu et ça inquiète les Français. Il y en a des travaux là. Il y a beaucoup de travaux. Ça va nous coûter cher? Oui, il faut compter un demi-million de livres. Un demi-million de livres? 600 000 euros. Un très gros montant. Mais l'agent immobilier a 2 arguments massus.
Le propriétaire pourrait prendre en charge les travaux. Et surtout, cela leur permettrait de s'installer à côté de leurs principaux concurrents. Une fois terminé, vous aurez un magasin comme Zadig et Voltaire. Vous pourrez choisir les matériaux et contrôler les travaux, bien sûr. Et ce sera prêt quand? Écoutez, je dirais que ce sera prêt en septembre. Une jolie boutique bien placée, mais beaucoup de travaux. Non, il dit 4 mètres. Les Français vont se donner le temps de la réflexion avant de se décider. Dans la journée, ils visiteront encore plusieurs autres emplacements aux 4 coins de Londres. Au bout de 10 heures au pas de charge, 3 boutiques auront retenu leur attention. Pour s'installer dans la capitale britannique, les Français sont prêts à débourser plus d'1 million d'euros. Mais Londres n'est que la première grande cité à prendre pour les frères Elisha. Ils ont d'autres projets dès cette année, à New York ou à Tokyo.